10. Bonjour à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de SummerSlam qui vient d'avoir lieu cette nuit. Alors vous le savez, la carte était copieuse, il y a eu beaucoup de choses, donc on va essayer d'aller vite. On commence donc logiquement par le kick-off et par ordre chronologique des matchs avec Jason Jordan associé aux Hardy Boys pour affronter le Miz et le Mistourage, Bo Dallas et Curtis Axel. Alors à noter qu'on avait vraiment personne en tribune à ce moment-là, parce que c'était en tout début de show, il devait être à peu près 23h10, 23h15. Et je pense que le match a commencé vraiment trop tôt. Ça faisait quand même peine à voir, surtout quand on a les Hardy Boys et le Miz dans le même match. On se serait cru un match de foire à Romorantin, quoi. Faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner, on peut pas faire ça. Ça m'a un petit peu rappelé le Ryback Kalisto de WrestleMania là, en kick-off où il y avait deux Pékins là. C'est un peu le même genre, sauf que là bon, c'est quand même un niveau au-dessus quand tu vois les Hardy Boys et le Miz. Voilà quoi, c'est triste, c'est triste. Bref, j'ai pas envie d'épiloguer sur ce match d'une banalité affligeante. Le Miz a fait un blind tag et a surpris Jordan par derrière avec un Skull Crushing Finale pour la victoire finale. Donc il faut noter que c'est le Miz qui a couvert Jordan. Donc c'est un truc qu'il faut garder en tête. Ça permet donc en tout cas d'avoir un partout entre les deux équipes puisque les Faces avaient gagné à Raw. Et donc comme je le disais, le fait que le Miz ait gagné sur Jordan sert dans le cadre de leur rivalité qui devrait normalement se développer après SummerSlam. Donc à partir de ce soir je pense à Raw. Et dans le cadre probablement d'un match pour le championnat intercontinental à No Mercy. Voilà, je vais pas encore parler de dépouche pour Jordan, je vais attendre le prochain Raw pour voir. Rien à dire de plus donc sur ce match banal que je noterai uniquement 5 sur 10. Match suivant, match de championnat Cruiserweight entre Akira Tozawa et Neville. À noter que j'ai adoré la tenue de Neville, blanche et argentée. C'était vraiment magnifique et super classe. Le match fut très correct. Ça ne me surprend pas vu la qualité des deux lutteurs. Le match fut d'une bonne durée en plus, au-delà de 10 minutes, à peu près 12. Ce qui est bien pour un match du kick-off. Tozawa, on l'a vu, aller porter sa senton bomb de la troisième corde, mais a trop pris son temps. Et Neville a groupé ses genoux pour l'accueillir et a capitalisé avec un Red Arrow porté sur le dos de Tozawa pour le compte de 3. Changement de ceinture donc avec Neville qui récupère déjà le titre au bout de 6 jours. C'est très surprenant dans un kick-off d'avoir un changement de ceinture. Ça peut peut-être expliquer du coup que Neville ait perdu sa ceinture lundi dernier. On entendait dire que Neville voulait se reposer. Alors mais c'est peut-être pas encore fini. Faudra voir si un rematch n'aura pas lieu soit ce soir à Raw, soit à 205 Live ce mardi. Cela dit, un Neville champion, c'est plus rassurant pour la pérennité de 205 Live. Donc je ne cracherai pas dessus. Même si ça ne serait pas bien de passer ça serait bien de passer le témoin à quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. Et à noter une nouvelle victoire d'un heel en kick-off après celle d'Aiden English sur Tye Dillinger à Battleground. Donc ce n'est plus quelque chose de rare désormais, ce qui risque de compliquer maintenant les pronostics à l'avenir. Mais en tout cas c'est très, très surprenant ce changement de ceinture. À vrai dire je ne m'y attendais pas. On verra bien quel était le but de la manœuvre. Note du match en tout cas 6 sur 10. Un match très correct mais qui avait largement sa place je pense dans une carte principale. Un petit segment ensuite qui n'était pas prévu. On a vu un petit concert d'Elias Sanson. Le public évidemment a hué, mais un petit peu aussi l'a un petit peu accompagné aussi par moment dans son petit show là avec sa guitare, malgré les vacheries qu'il a quand même prononcées sur New York. Il laisse pas indifférent en tout cas, pourtant j'étais loin de l'apprécier à la NXT, mais je trouve qu'il bosse plutôt bien depuis qu'il est là. Il provoque des réactions et ça peut être quelqu'un sur qui il faudra compter à l'avenir. Voilà ce que je voulais dire à son sujet.
Ensuite, on a eu le troisième match donc du kick-off entre les New Day et les Usos pour les titres par équipe de SmackDown. Alors il y a eu un move cool qu'on a vu lorsque Woods a porté Big E sur ses épaules pour l'écraser sur Jey Uso. On les avait jamais vus porter cette prise auparavant, si je ne m'abuse. Et également une autre jolie combinaison, un Urinagi de Big E et backstabber de Woods. Mais Jimmy Uso s'est quand même dégagé de cela. Les Usos ont cru l'emporter avec un splash sur Big E qui était en porte-à-faux sur la corde. Et un autre splash dans la foulée sur Woods. Mais Woods s'est dégagé. Mais Woods enchaîne avec une prise de soumission sans succès. Même chose avec un Shining Wizard. Le suspense devient alors grandissant. Woods finalement porte un DDT à l'extérieur du ring et enchaîne avec un Midnight Hour combiné avec Big E. On croit que c'est fini à ce moment-là, mais Jimmy Uso vient casser le tombé. Le public est fou et crie "This is awesome", alors que nous ne sommes que en kick-off, c'est quand même incroyable. C'est comme quelque chose d'assez rare. Jey Uso a ensuite propulsé Woods à l'extérieur, mais aussi sur Jimmy. Donc ça a été, je pense, un botch sur le coup. Big E a enchaîné avec son spear suicidaire sur Jey Uso, l'a ramené dans le ring pour un big ending, mais les Usos enchaînent Big E avec plusieurs super kicks. Les deux Usos montent alors sur la troisième corde pour un double splash et arrivent à couvrir Big E pour le compte de 3. Donc grosse surprise encore. Deuxième changement de ceinture en kick-off. Qui aurait pensé que les New Day allaient perdre leur titre en kick-off si fraîchement, un titre si fraîchement acquis à Battleground. Franchement, c'est probablement le plus beau match de kick-off que j'ai pu voir ces derniers mois. Peut-être même le meilleur. Du suspense, de superbes manœuvres, des near falls. Rien à dire. C'était vraiment du beau travail. J'ai beaucoup aimé ce match. Et comme je le disais, on a eu un très bon match au Money in the Bank entre les deux. On a eu un très bon match à Battleground, le meilleur match du pay-per-view. Et à nouveau, jamais 203, ils nous ont refait encore un bon match. On a beau on en avoir ras-le-bol de ces deux équipes, de ces affrontements entre les deux. Voilà, ils nous délivrent, comme disent les Américains, ils nous délivrent quelque chose. Et voilà, ils assurent le coup, quoi. Ils assurent. Donc voilà, rien d'autre à dire. J'ai donné la note de 7,5 sur 10, ce qui est quand même une note énorme pour un match de kick-off. Maintenant, j'attends de voir si les titres peuvent déjà changer de main à SmackDown dans un rematch, on ne sait jamais. C'est toujours pareil, c'est étonnant, quoi. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais j'attends de voir surtout SmackDown. Je ne parlerai bien sûr pas de Shawn Michaels qui nous a fait une apparition complètement what the fuck en VRP de luxe pour KFC. Je ne trouve pas les mots. On passe directement à la carte principale avec l'opener John Cena contre Baron Corbin. Alors grosse surprise d'avoir John Cena en opener d'un show majeur comme SummerSlam. Décidément, ça fait beaucoup de surprises déjà alors qu'on était à ce moment-là qu'en tout début de soirée. On peut noter qu'on a enfin pu profiter du nouveau thème de Corbin, ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à maintenant. Voilà, je suis pas très fan personnellement, je trouve que ça lui va pas. Il est pas trop dégueulasse, mais je trouve que ça va pas avec Corbin. Alors on a vu Cena qui s'est beaucoup amusé avec Corbin dès le début du match, notamment en portant le chapeau de JBL et en remontant sur le ring. Le cash-in raté de Corbin n'y était bien sûr pas étranger. Le public s'amuse même à se moquer de Corbin en chantant "Where is the briefcase", comme il l'avait déjà fait à TakeOver lorsque Corbin était invité durant le pré-show. Corbin a alors porté une prise originale que j'avais jamais vue auparavant, un Choke Slam Backbreaker. C'était plutôt cool. Personnellement, j'aimais bien. Corbin commet alors l'erreur de tenter pour la 3e fois du match son move habituel, dans lequel il sort du ring pour tourner autour du poteau et remonter vite dans le ring et enchaîner avec un lariat, mais Cena le contre et enchaîne avec un double A pour le compte de 3. Voilà, le compte de 3. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que Cena gagne aussi vite et sans résistance de la part de Corbin. Je me suis dit, à ce moment-là, c'est tout. Au moment où il a gagné, voilà ma réaction, quoi.
Cena gagne donc enfin à SummerSlam pour la première fois depuis des années et brise le signe indien. Peut-être son dernier match à SmackDown comme les rumeurs le disent. Alors est-ce que la sanction envers Corbin est en marche comme le disaient les rumeurs depuis son cash-in raté? À voir. La note du match, 5,5 sur 10, un match relativement court. Voilà, et très typique de Cena, mais on dirait que c'était un match de Cena old school, quoi, qu'on ne voyait plus. J'étais très surpris. Et puis l'absence de réaction de Corbin sur le Double A, dont tout le monde se relève aujourd'hui. C'est devenu banal de se relever du Double A. Et cette stupidité de tenter 3 fois le même move, alors qu'il avait été contré la deuxième fois, il avait réussi la première, il se fait contrer la deuxième, mais il tente quand même le coup la troisième fois, et il se fait bien sûr contrer et terminer. Alors Cena aura aussi quand même eu la particularité d'enterrer Corbin 2 fois dans la même semaine, faut le faire. Une première fois en lui faisant perdre sa mallette, et une deuxième fois en le battant 5 jours après en pay-per-view. Merci qui? Merci Johnny. Oui, bah oui, enfin franchement, la Corbin, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais alors je sais pas si c'est... s'il a été rattrapé par la patrouille, Wilderness Policy, ou ses conneries sur les réseaux sociaux, et son langage un peu cru, je ne sais pas. On le saura peut-être bientôt, mais là, ça ressemble vraiment à du buried Corbin, là. Désolé pour le jeu de mots, mais c'est vraiment ça. On va voir par la suite. Match suivant, Naomi défendait son titre féminin de SmackDown face à Natalya. Alors plusieurs belles manœuvres dans ce match. Naomi avec un blockbuster à l'extérieur et un slingshot leg drop notamment. Naomi a bien usé de ses capacités athlétiques dans ce match, et peut-être même plus que d'habitude. Natalya a tenté son sharpshooter, mais Naomi a contré en balançant Nati tête la première sur un coin du ring. Natalya a ensuite à nouveau porté son sharpshooter et Naomi a cette fois-ci préféré abandonner, purement et simplement. Et oui, figurez-vous que Natalya a créé la sensation en s'emparant du titre. Naomi était vraiment triste et déçue, elle avait les larmes aux yeux, et j'ai justement lu avant le match que la WWE était déçue par Naomi car elle était un peu sortie du script dans le dernier SmackDown, en disant qu'elle aurait eu une entrée spéciale à SummerSlam alors que ce n'était pas prévu. Et quand on sait que la WWE essaie de faire des économies en ce moment, ça n'a probablement pas plu en interne. Et possible que ce fût une sanction pour Naomi, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Je suis surpris en tout cas de ce changement de titre soudain. Je suis malgré tout content pour Natalya qui a vraiment mérité ce titre depuis le temps qu'elle tournait autour de celui-ci. Voilà, on pouvait sentir que c'était la bonne pour elle. Le match fut plutôt cool en plus, il a duré un peu plus de 10 minutes et il a fait le job. Natalya a aussi produit un bon match. Naomi a montré de belles choses aussi au niveau athlétique. Donc franchement, moi je donne un bon point aux deux lutteuses. Donc le match mérite une bonne note. Je lui ai donné la note de 6,5 sur 10. À noter que Carmella n'aura pas caché. Ce qui semblait de plus en plus évident d'ailleurs, tellement on nous avait vendu son cash, que ce soit en pré-show ou même pendant le match avec, on a vu Carmella et James Ellsworth qui regardaient le match en coulisses, derrière un plasma. Donc quand on nous vend ça, en général, c'est que rien ne va se passer. Mais attention encore à SmackDown, voir ce qui va se passer. Peut-être que ce cadeau qu'ils ont donné à Natalya ne va durer que 2 jours. Donc il faudra se méfier et voir, pareil, Naomi, que vont-ils faire d'elle? C'est un peu comme Corbin. Y a-t-il sanction ou pas? Après, c'est vrai que son règne a été transparent. Donc il y avait une news qui indiquait aussi peut-être que la WWE était en colère contre Mattel, puisqu'elle avait commandé à Mattel la fabrication de ceintures lumineuses, les ceintures de Naomi, pour que tout soit prêt pour Noël, sauf que visiblement Mattel était en retard et du coup la WWE était énervée par ça et aurait eu l'idée de prolonger le règne de Naomi afin de jouer la montre pour que les ceintures lumineuses soient prêtes à ce moment-là. Donc, est-ce que c'était de la connerie ou pas cette rumeur?
Est-ce que Naomi est vraiment définitivement écartée du titre? Faudra vraiment voir ça sur la durée. En tout cas, pour le moment, Natalya est championne. Et bravo à elle, elle le mérite. Match suivant, le Big Show affrontait Big Cass avec Enzo dans une Shark Cage. Oui, messieurs, dames, dans une Shark Cage. Alors Big Show avait bien, en tout cas sur la main droite, avait bien la main droite bandée hein, suite à l'attaque de Cass et du club lundi dernier à Raw. Ils ont donc bien vendu le match là-dessus. Et il a quand même réussi à porter son Weapon of Mass Destruction sur Cass, mais pas à pleine puissance, ce qui a permis du coup à Cass de se dégager. Cass a ensuite capitalisé en attaquant la main blessée de Big Show. Enzo a beaucoup gueulé hein, tout au long du match dans sa cage, hein, j'ai trouvé ça vraiment irritant d'ailleurs, et j'avais vraiment du mal à me concentrer sur le match. D'ailleurs, le public a crié même boring à un moment donné, hein, et on le comprend, parce que c'était une purge, il faut bien le dire. Le Big Show arrive ensuite à porter un choc slam avec sa main gauche, qui était pourtant sa mauvaise main, mais Big Cass se dégage. Cass réagit alors en frappant la main du Big Show contre le poteau. Enzo, tout à coup, c'est le moment d'Enzo, où tout à coup il enlève son t-shirt, et tente alors de sortir entre les barreaux de la cage. Il enlève alors son short, et sort carrément de l'huile, afin de pouvoir mieux glisser, et il finit par y parvenir. Jamais on avait vu quelqu'un sortir d'une Shark Cage hein, dans l'histoire, ça c'était assez étonnant. Il arrive alors sur le ring, il se suspend à la cage, il en redescend, mais Cass accueille immédiatement Enzo avec un big boot, et là, terminé, bye bye, bonne nuit Enzo. Cass arrive alors avec une big boot sur Big Show, mais Big Show se dégage du tombé. Cass insiste quand même et porte un big boot, suivi d'un Empire Elbow pour, cette fois-ci, la victoire finale. Cass s'impose finalement assez facilement, et la sortie de cage d'Enzo hein, n'aura finalement pas servi à grand chose. Il faut le dire, match vraiment à chier. Mais vraiment à chier des bulles quoi. J'étais limite mal à l'aise pendant ce match. Et c'était quand même, je pense, mieux d'en finir au plus vite. En plus, voilà, comme je vous disais, Enzo m'a gavé, a gueulé tout le temps, secoué la cage comme un taré. Et quelque chose que j'ai pas compris, pourquoi n'a-t-on pas vu le club intervenir vu qu'il l'avait fait à Raw? À quoi ont-ils servi dans cette histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on les a vus lundi dernier et pas là? On n'en sait rien. On dirait qu'ils ont servi de bouche-trou dans l'histoire. À moins d'une alliance improbable avec Big Cass qui sera officialisé à Raw ce soir. Voilà, mais je comprends pas ce qu'ils font non plus avec le club. Décidément, ça fait quand même beaucoup de personnes dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec. Ma note sera sans appel, 4 sur 10, et encore, je suis généreux. Match suivant, si on peut dire, je devrais même plutôt dire segment suivant, Rusev contre Randy Orton. Voilà. Ben voilà, Rusev n'a pas perdu de temps, hein. Il a attaqué Orton tout de suite, hein, avant même que la cloche n'ait sonné. Et là... OK-O! Et victoire d'Orton. Voilà! Alors que dire? C'est pas un manque de respect pour Rusev, ça, franchement? Non, mais sérieux. C'est pas possible. C'est pas possible dans un tel pay-per-view, tel que SummerSlam, le deuxième pay-per-view le plus important de l'année, de faire une chose pareille. C'est honteux. Vraiment honteux. Déjà de se coltiner Big Cass, Big Show, et d'enchaîner avec ce truc, cette merde. Are you kidding me? Est-ce encore une sanction de Rusev, dont on parle d'un éventuel départ de la WWE? Je l'ignore, mais vraiment, je suis très énervé par ce non-match, que je ne peux évidemment pas noter, ce serait juste ridicule de le faire. Alors certes, maintenant Orton, il est content, parce qu'il en finit avec sa losing streak de 3 défaites d'affilée en pay-per-view, mais j'en ai absolument rien à foutre de ça, franchement. Rien à foutre. Mais qu'ils aillent se faire enculer, quoi.
C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais de Rousseff derrière ça? Là, ça commence à faire beaucoup. Naomi, Corbin, le club, Jason Jordan, on ne sait pas. Et là, Rousseff, mais bordel! Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est à SmackDown, Rousseff? Que dalle! Que dalle! Et qu'est-ce qu'ils nous font là? Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Je suis très énervé. Je vais encore attendre de voir ce qu'ils vont faire à SmackDown. Est-ce qu'il y aura peut-être une revanche? Mais comment se relever d'une telle humiliation? Comment? Va falloir me l'expliquer, ça. Franchement. Bref, passons. Match suivant. Bliss, Alexa Bliss contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Alors le match fut rude de la part de Bliss, avec beaucoup de ruse de sa part, on pouvait s'y attendre. Sasha Banks se défend bien aussi et se relève même d'un sparkle splash, la prise de finition de Bliss. Sasha a tenté une première fois un bank statement duquel Bliss s'est relevé, mais en tente quand même un deuxième, et cette fois-ci Bliss parvient à abandonner. Et bien voilà, encore une demi-surprise. Sasha redevient championne féminine de Raw pour la 4e fois de sa carrière, alors qu'elle n'était même pas prévue initialement pour être à SummerSlam. Donc je vous disais que c'était très difficile de pronostiquer ce match, qui s'annonçait très indécis, et c'était probablement l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer. Moi je vous avais donné une victoire de Bliss, mais sans grande conviction, mais c'est aussi pas mal que Banks gagne afin de prolonger la rivalité plus facilement que si Bliss avait gagné clean, sachant qu'elle avait déjà provoqué un count-out à Great Balls of Fire. Donc hormis de provoquer une disqualification, mais bon, je le sentais pas trop. Donc c'est peut-être pas plus mal que cette fois-ci ce soit Banks qui soit championne. Ça permettra probablement un rematch à Raw ce soir ou à No Mercy. En attendant peut-être une édition venue de NXT, puisque Bayley ne reviendra pas avant plusieurs mois. Le match fut plutôt long, autour de 15 minutes. Il a vraiment fait le job, à l'instar du Natalia Naomi. Un match honnête, plus que correct, en tout cas meilleur que les derniers matchs féminins de Raw. Donc je suis plutôt satisfait du match. Je lui donnerai la note de 6,5 sur 10. Et il faut le souligner, si on ajoute le Moon, Asuka, et donc les deux matchs de SummerSlam féminin, les filles auront quand même bien assuré durant ce week-end catchesque. Les 3 matchs qu'on aura vus auront été d'un très bon niveau, je trouve. Même ceux donc de SummerSlam qui n'auront pas été d'un niveau weekly, comme je le déplore malheureusement souvent. Ce qui est évidemment positif pour l'avenir. Mais si c'est pour à nouveau nous faire des matchs segments, on va dire, à Raw ou à SmackDown, c'est pas la peine, quoi. Donc j'attends de voir aussi les additions. Est-ce qu'on va voir Asuka, ce qui m'étonnerait, mais bon. Est-ce qu'on va voir Ember Moon, Billie Kay, Peyton Royce, dont on parle aussi. Bref, je pense que c'est le moment de nourrir un peu tout ce roster féminin. Match suivant, Demon Balor ou King Balor ou Demon King Balor affrontait Bray Wyatt. Alors on attendait tous l'entrée de Balor avec impatience et avec surprise. On entend la ritournelle de Wyatt. He's got the whole world in his hands, avec un écran rouge et du sang en arrière-plan, comme pour mieux faire référence au segment du dernier Raw. C'est alors que le Demon King est enfin apparu avec une très belle entrée, un très classique, mais ça nous avait quand même manqué. Même Bray Wyatt, mine de rien, semblait quelque peu impressionné. Le public en tout cas était à fond derrière Balor. Donc d'entrée de jeu, Balor fait un peu du mind game pour essayer de déstabiliser Bray Wyatt. Et on a vu par la suite donc Wyatt faire l'araignée comme d'habitude, mais Balor ne fut pas impressionné par cette araignée et s'est relevé subitement alors qu'il était allongé à plat de ventre et inanimé. Wyatt avait l'air surpris à ce moment-là par cette réaction, et Balor en a profité avec un Sling Blade, suivi d'un coup de grâce pour la victoire finale. Victoire donc sans surprise de Balor, puisqu'il avait perdu le premier match à Raw lundi dernier, et qu'en plus, en mode Demon, ça aurait vraiment craint qu'il perde son match. Reste à voir si une belle va avoir lieu à Raw ce soir. Concernant le match, il était correct,
mais m'a pas foutu le cul par terre, à vrai dire. J'étais pas loin de l'ennui, hein, il faut le dire. Passer la magie de l'entrée de Balor, j'en suis vite revenu, hein, à vrai dire. Ça m'a vite calmé. Je vais donner un 6 sur 10 à ce match, hein, un match correct, sans plus, je dirais d'un niveau weekly. Donc j'attends de voir la suite, hein, pour ces deux lutteurs, parce que celui qui va perdre la feud, waouh, bah accroche-toi pour en faire quelque chose derrière. Hein. Donc moi je voyais bien Balor passer du côté de SmackDown. Bray Wyatt, bah voilà quoi, c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil, ses promos, très soigné dans son monde, on comprend pas toujours ce qu'il dit, mais bon, c'est pas grave. Et puis au final, sur le ring, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Wyatt. Et je suis bien triste pour lui, quoi. Bref, passons. Match suivant, match par équipe pour les titres d'Euro entre Cesaro et Ambrose et Rollins. Alors ce qui m'a amusé, hein, ce sont les kilts couleur camouflage de Cesaro. Hein. On aurait dit qu'ils avaient recyclé les pantalons des Authors of Pain portés la veille à TakeOver. C'était quasiment le même style. Et je me demande même s'ils les ont pas vraiment utilisés. Hein. Enfin, en tout cas, ils sont pas utilisé le même tissu, hein, tellement c'était ressemblant. Pas d'entrée d'Ambrose et de Rollins, hein, en même temps, hein, façon Shield dans le public. Hein. C'est à souligner. Ils sont arrivés chacun de leur côté. Rollins a arboré une tenue rouge éclatante, hein, jamais vue auparavant, hein, tandis qu'Ambrose était plus classique avec son inamovible jeans et un sweat à capuche. Ambrose s'est pris un Brock kick assez rapidement dans le match, hein, de la part de Sheamus, mais porté à l'extérieur du ring, tandis que Rollins a été projeté par Sheamus et Cesaro à la fois dans la foulée, toujours à l'extérieur du ring. À noter un passage très drôle, hein, durant lequel Cesaro est parti loin dans la foule pour saisir un ballon de plage qui circulait dans le public et venir le déchirer. J'ai trouvé ça très drôle et il a eu raison, parce que franchement les gens qui se foutent du monde à jouer au ballon au lieu de regarder du catch, mais qu'ils aillent se faire enculer, ces gens-là aussi, quoi. Tu payes ta place, tu regardes les matchs, tu les encourages, tu peux huer, tu peux crier, faire ce que tu veux, mais tu joues pas au ballon, quoi. Tu joues pas au ballon, mais va te faire enculer. Bref. On a vu une belle combinaison, hein, d'Ambrose et Rollins, hein, avec un Heart Attack modifié, avec un Sling Blade de Rollins, à la place du clothesline habituel, du Heart Attack. Puis une combinaison Superplex Frog Splash, mais Cesaro arrive à briser le tombé sur Sheamus. Il tente ensuite le Double Power Bomb façon Shield, mais Cesaro les en empêche. Le match s'emballe et le suspense monte. Cesaro porte brièvement un Cesaro Swing suivi d'un Sharpshooter sur Ambrose, pendant que Sheamus porte un Rolling Senton à Rollins à l'extérieur pour éviter qu'il n'intervienne. Cesaro transforme ensuite la prise en crossface, mais Ambrose résiste. Belle combinaison avec un clothesline de la troisième corde porté de la part de Cesaro, puis un double crucifix, mais Rollins vient briser le tombé. Rollins est alors expulsé à l'extérieur et Cesaro s'en prennent à deux sur Ambrose, mais Rollins réagit et balance Cesaro sur Sheamus avec un superbe Hurricane Rana et enchaîne avec deux kicks sur Cesaro puis Sheamus, puis son Jumping Knee sur Sheamus, hein, sa nouvelle prise de finition, et Ambrose capitalise avec un Dirty Deeds sur Sheamus pour la victoire finale. Donc, nouveau champion, Ambrose, Rollins, nouveau champion. Très bon match par équipe, très rythmé, et avec vraiment de gros spots. Le public a adoré et a aimé, hein, aussi le point d'Ambrose posé sur le point de Rollins, hein, le fist pump. A noter qu'Ambrose devient le premier Triple Crown Champion du Shield, donc champion WWE Intercontinental et par équipe. Et on peut même ajouter qu'il est devenu un Grand Slam Champion, puisqu'il a gagné également le titre US. Donc Ambrose a un palmarès vraiment de malade. Sans oublier en plus la mallette qu'il avait déjà gagnée, donc en fait il lui manquerait en fait une victoire dans le Rumble pour avoir vraiment un palmarès quasiment complet. En tout cas, je lui donnerai à ce match la note de 7 sur 10, c'est mérité, super match, et comme je vous l'avais dit,
Ça manquait de face du côté du roster par équipe de Raw, donc c'était bien de continuer avec cette équipe et de ne surtout pas faire de heel turn. Il fallait pas le faire. Ça pourra arriver plus tard, mais en tout cas, il fallait surtout pas le faire maintenant. Il faut que cette équipe continue à évoluer, pendant plusieurs temps. Il y aura le temps de faire après de l'attention, mais pas maintenant. En tout cas, c'est une sorte de... Ils l'ont dit d'ailleurs en coulisses après le match, c'est une sorte de new bar, cette équipe, un Cesaro 2.0, avec deux partenaires qui s'aimaient pas à la base, avec de l'attention, une équipe dysfonctionnelle qui finalement marche bien, et qui, au fil du temps, se cimente et forme une vraie équipe. Voilà, tout simplement. Donc pareil, j'attends peut-être le rematch ce soir, mais là, pour le coup, je ne vois absolument pas les titres changer demain. Ce serait quand même très prématuré. Match suivant, match du comptant pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles et Kevin Owens. Alors, la tension est vite montée entre Styles et Owens, qui se sont frités avant même le début du match, mais Shane les a repoussés aussitôt avant que la cloche ne sonne. Comme on s'en est douté, Shane a été heurté par Styles avec un Springboard 450 Splash porté pendant que Styles était... je me trompe. Shane a été heurté par Owens, avec un Springboard 450 Splash pendant que Styles était penché sur Kevin Owens. Kevin Owens porte ensuite un pop-up powerbomb, mais Styles s'en dégage. Owens réclame le compte de 3 à ce moment-là à Shane et vient se plaindre auprès de lui. Shane lui dit que c'était 2 et la tension monte alors entre les deux lutteurs, enfin entre Shane et Owens. Styles enchaîne alors avec un calf crusher dont Kevin Owens arrive à se dégager par un aveuglement. Kevin Owens porte ensuite une ruade sur Styles qui pousse Shane hors du ring pendant que Styles porte à nouveau un calf crusher qui fait abandonner Owens, sauf que Shane n'était pas là pour le voir puisqu'il était encore un peu dans le coltard à l'extérieur. Il revient alors dans le ring et Styles le réprimande. Il repousse Shane et Shane le repousse à son tour. Owens tente alors le roll-up mais sans succès. Comme on pouvait s'y attendre, Shane a eu mal à partir avec chacun des lutteurs dans le but de ménager le suspense. C'était à prévoir et je vous l'avais annoncé dans ma vidéo pronostic. Owens arrive ensuite à porter son corkscrew suplex de la deuxième corde, mais Styles se dégage. Styles porte plus tard un Styles Clash, mais Kevin Owens arrive à s'en dégager. Ce fut une petite surprise quand même, car peu de gens se dégagent de cette prise. Styles se fait ensuite surprendre par un deuxième pop-up powerbomb. Owens croit alors l'emporter, car Shane compte jusqu'à 3, mais se rend compte au dernier moment que Styles avait mis le pied sur la corde. Donc Shane annule finalement le compte de 3 au grand énervement de Kevin Owens. Owens et Shane sont alors en pleine discussion et se repoussent. Styles tente un roll-up mais vainement, suivi d'un pelé kick et d'un phenomenal forearm et d'un nouveau Styles Clash qui cette fois-ci met fin au combat. Donc victoire d'AJ Styles qui conserve logiquement son titre. Enfin un champion qui conserve son titre dans ce SummerSlam, il était temps. J'ai été plutôt déçu, on va dire, par ce match. Il n'était pas mauvais, bien sûr, puisque voilà, les Owens Styles, on peut jamais dire que c'est mauvais. Mais j'ai été plutôt déçu par ce match, à cause notamment de cette pollution qu'a représenté Shane McMahon dans ce match. Trop pollué, ce match a été trop pollué par le rôle de Shane. Avec ses bumps, il en a fait des tonnes, avec chacun d'entre eux, à vouloir jouer un peu la tension avec chacun des deux, de bumper comme un con là. Enfin, voilà, je trouve que il a fait un peu son show, Shane, et ça m'a un peu gavé en fait. Du coup, le match fut, à mon sens, encore moins bon que les précédents. On a eu droit un peu à tout ce qu'on pouvait attendre de la part de Shane, donc comme je vous le disais, et le tout pour que, évidemment, à la fin, ça profite à Styles pour la victoire finale, et que potentiellement on s'en aille vers une rivalité entre Shane et Owens, avec éventuellement un match à la clé à Hell in a Cell, le prochain pay-per-view de SmackDown. On va voir ça.
Mais au moins la bonne nouvelle c'est que la rivalité est définitivement terminée entre Owens et Styles. Il fallait vraiment passer à autre chose. Parce que là, j'en avais ras le cul des matchs entre eux. À voir quelle sera la future rivalité de Styles. J'avais pensé à Owens, à Rusev, mais bon, vu ce que Rusev a subi, ça m'étonnerait. Je pensais peut-être à Hideo Itami, hein, qui est possiblement partant pour le main roster. Pourquoi pas Bobby Roode? Pourquoi pas? Donc là, je pense qu'il va y avoir du neuf. Et ne pas oublier aussi Shelton Benjamin, hein, puisqu'on sait qu'il va arriver. Et en plus, on pense qu'il va arriver à SmackDown, donc à suivre si on va pas avoir un Shelty B contre AJ Styles, ça pourrait être énorme. Voilà, en tout cas, ma note est de 6,5 sur 10. Moyen plus, on va dire. Et c'est Shane qui m'a fait baisser la note. Match suivant, on arrive dans les deux main events. Jinder Mahal face à Shinsuke Nakamura. Alors très belle entrée hein, de Nakamura, hein, accompagné de son violoniste. Hein, on se serait cru l'espace de quelques secondes à Takeover. Sauf que malheureusement, on n'était pas à Takeover. Alors on a vu hein, les Singh Brothers s'interposer, mais Nakamura les a vite évacués hein, avec des coups de poing et des coups de pied. Mais Mahal en a profité derrière avec un kalash pour la victoire finale. Vous avez bien entendu, victoire finale. Et oui, grosse surprise avec Jinder Mahal qui finalement conserve son titre. Je ne l'aurais vraiment pas cru. Jinder freaking Mahal, the Maharaja, the modern day Maharaja, qui bat Nakamura à SummerSlam. Mais qui aurait pensé ça il y a seulement quelques mois? Incroyable. Incroyable. Alors les Singh Brothers hein, auront encore eu un rôle dans ce match. Voilà, ils ont pollué le match comme d'habitude. Pas de disqualification, je sais pas pourquoi, mais bref. L'arbitre les laisse se gambader dans le ring. Pas de souci, on laisse le match comme ça. Mais quel match de merde. Un match absolument dégueulasse, chiant à mourir, comme on pouvait hélas s'y attendre. Au vu de ce qu'auront produit Mahal et Nakamura ces derniers mois. La WWE nous aura encore trollé et veut continuer du coup à sucer les Indiens jusqu'aux couilles invisiblement. Qui continue, si ça peut leur faire du bien, si ça peut faire du bien à leurs finances au détriment des fans. C'est tout ce qui leur importe, hein, ces fils de pute. Hein. Franchement, bref, c'est pas grave. Qui continue avec Mahal, hein. Qui continue avec l'Inde. Allez-y. Gavez-vous de Shiznan là, et voilà, faites votre life. Voilà, j'ai pas envie d'épiloguer sur ce match, hein, tout comme le fait que Corbin ne sera finalement pas revenu par surprise avec la mallette, hein, comme la théorie que j'avais évoquée dans ma vidéo pronostic. La WWE est passée à côté du scénario le plus génial de leur histoire. Bref, c'est pas grave. Il faut oublier ça. Voilà, je suis pas booker, bref, mais bon, par moment il faut qu'ils réfléchissent, parfois la WWE, voilà, et pas des enfants de 4 ans qui font les bookings, quoi. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Tu pouvais faire quelque chose d'énorme avec Corbin, mais bref, je vous pisse à l'arrêt. Ma note sera sans appel, 4,5 sur 10, c'est juste inadmissible pour un match WWE. Le titre WWE à SummerSlam. C'est l'un des matchs les plus importants de l'année. Et un match d'une nullité comme ça, non. 4,5 sur 10. Vous vous rendez compte? Cette pourriture de merde. Ce match était dégueulasse. Bref, on passe à la suite. Le main event. Le colossal match. Lesnar, Joe, Strowman et Roman Reigns dans un Fatal 4-Way pour le titre universel. Alors évidemment, nous avons dû un Lesnar Strowman qui n'aura pas duré longtemps, hein, mais Braun aura réussi quand même à envoyer Lesnar par-dessus la troisième corde. Reigns a porté un énorme spear sur Lesnar sur la barricade, hein, qui a explosé. Donc on a eu très rapidement le premier gros spot du match, ce qui a permis déjà au public de se chauffer.
Braun a balancé alors Joe sur la table des commentateurs par la suite, puis un énorme power slam sur Lesnar, sur l'autre table des commentateurs, celle des Mexicains, qui s'est écroulée. Holy shit, holy shit. Joe n'est pas en reste avec un flying forearm sur Reigns, de l'intérieur vers l'extérieur du ring. Il y a déjà pas mal de dégâts après seulement 5 minutes de combat. Braun balance même une chaise sur Joe et Reigns en même temps, c'est devenu son sport favori. Puis dégage la table des commentateurs, celle qui restait, soulève Lesnar et l'écrase à nouveau pour un énorme power slam sur la table qui, bien entendu, s'écroule. Ça fait 2 power slams sur la table de la part de Lesnar, enfin de la part de Braun sur Lesnar. Braun est vraiment l'homme fort du match à ce moment-là. Lesnar soulève même une 3e table des commentateurs et la retourne sur Lesnar. Incroyable moment. Braun est vraiment over et bénéficie alors d'une énorme pop. Donc énormément de monde arrive alors pour dégager la table et essayer de secourir Lesnar. Le public crie This is awesome et Lesnar est conduit sur civière avec une minerve et évacué du match. Le match continue alors à 3 seulement. Braun continue sa destruction avec des coups d'escalier sur Joe et Reigns. Braun arrive plus tard à porter un double shock slam sur Joe et Reigns, mais Reigns se dégage du tombé. Décidément, Braun est colossal dans ce match et impressionne son monde. Lesnar, sans surprise, finit alors par revenir et s'attaque à Braun pour le dégager du ring, puis enchaîne avec des German suplex sur Joe et Reigns, mais pas sur Braun. Lesnar tente alors une Kimura sur Braun, mais Reigns porte 2 Superman Punch sur Lesnar et un 3e sur Joe, puis un Spear sur Lesnar, mais Lesnar arrive à se dégager du Spear avant le compte de 3. Joe surprend alors Roman Reigns avec une coquina clutch que Strowman interrompt avec un power slam, mais Lesnar dégage l'arbitre pendant qu'il faisait le tomber. C'est bien sûr quelque chose d'autorisé puisqu'il n'y a pas de disqualification dans un tel match. Reigns porte un Superman Punch sur Braun, mais Braun se dégage avec autorité. Reigns tente alors un Spear sur Braun, mais contré par un coup de pied, suivi d'un Running Power Slam de Braun, mais Lesnar arrive à briser le tombé. Reigns porte un Spear sur Strowman, qui partait pour un nouveau Power Slam sur Lesnar. Lesnar et Reigns se font alors face, et Joe remplace Reigns et enchaîne avec une coquina clutch sur Lesnar. Lesnar s'en dégage avec un F5, mais Reigns brise le compte. Reigns porte alors 3 Superman Punch sur Lesnar qui finit par s'écrouler. Reigns prépare son Spear sur Lesnar, mais Lesnar le contre avec un F5 et l'emporte. Victoire de Brock Lesnar qui, comme prévu, conserve finalement son titre universel. Même si on nous avait vendu un départ de Lesnar de la WWE en cas de défaite, voilà, il y avait peu de chances que Lesnar perde son titre à SummerSlam. Alors ce fut, comme on pouvait s'y attendre, le meilleur match de la soirée, avec un peu plus de 20 minutes de combat et 4 monstres on était quand même en droit d'avoir un gros match, et ce fut le cas. Des gros spots, voilà, de la baston, du bourrinage, voilà, un très bon match, un 4-way comme on nous l'avait vendu, et voilà, ça a très bien fait son job. Le bilan du match, c'est que Braun est over de chez over, et apparu encore plus fort et indestructible qu'auparavant, mettant à l'amende absolument tout le monde. C'était d'ailleurs, à ce moment-là, je pense, trop suspect pour qu'il puisse l'emporter. Ça paraissait trop évident. Le match qui m'a le plus saoulé, qui m'a le plus saoulé, c'est le segment absolument classique du mec KO qui part sur une civière et qui finalement revient d'entre les morts pour généralement l'emporter à la fin. Lesnar en plus nous avait déjà fait le coup au Rumble dans un triple threat face à Rollins et à Cena, tout comme Daniel Bryan l'avait fait dans le fameux match face à Orton et Batista à WrestleMania 30. Il était sur civière et puis finalement il refuse la civière et il revient pour l'emporter au final. Alors quand j'ai vu Lesnar évacuer, moi j'étais persuadé qu'il reviendrait de toute façon.
C'était du grand classique, hein, WWE. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo hein, sur les grands classiques de la WWE que je vous invite à regarder. Et d'ailleurs, je pense que je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Ma note du match sera de 8 sur 10. Donc c'est la meilleure note du pay-per-view. Une très bonne note pour venir un peu sauver ce show du marasme dans lequel il était empêtré. J'espère voir désormais un Lesnar, Strowman à No Mercy. Hein. Ça aurait le mérite d'être inédit. Et on nous l'a pas mal vendu durant ce match, tout comme lors du dernier Raw. Et puis voilà, c'est le seul adversaire que Lesnar n'a pas affronté hein, parmi les deux autres, par rapport aux deux autres, hein, Reigns et Joe, qu'il avait déjà affronté. Un Lesnar Strowman, ce serait inédit. Et je pense que Lesnar doit affronter Strowman. Et il ne doit pas perdre son titre universel tant qu'il n'aura pas affronté Strowman. Voilà. Donc j'espère qu'on va l'avoir à No Mercy. On va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'on aura un élément de réponse ce soir à Raw. On va passer maintenant au bilan de ce pay-per-view. Je sais, on a dépassé les 3 quarts d'heure de vidéo, mais voilà, il fallait bien, voilà, le pay-per-view est copieux. Alors un pay-per-view très moyen au global, avec quand même de bonnes choses, mais aussi de moyennes choses et de très mauvaises choses. Donc c'était très variable. On va commencer par le négatif. Énormément de changements de ceinture, hein. Hormis Styles, Mahal et Lesnar, tout le monde a perdu son titre, soit 5 changements au total. Une véritable hécatombe pour les champions. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour un seul show. Après, il faudra attendre un Raw et SmackDown cette semaine afin de voir si ça va encore bouger ou non. Car on peut s'attendre à quelques rematchs de SummerSlam dès ce soir et mardi. Des dépouches éventuelles, hein, ou bien des enterrements de lutteurs potentiels comme Corbin, qui aura finalement vite perdu face à Cena, après avoir perdu sa mallette dans la même semaine, et qui a donc bien été sanctionné, hein. On ne sait pas si ce sont les réseaux sociaux ou la violation de la wellness policy, mais en tout cas, il s'est clairement passé quelque chose en coulisses. Rousseff, qui se fait véritablement violer et humilier, sans que l'on sache véritablement pourquoi, dans un non-match face à Orton, d'une honte absolue. Et que dire d'Enzo Amore, humilié dans une cage, qui finit tout de même par en sortir, mais pour être rapidement mis KO par Big Cass. Que va-t-il devenir de lui? C'est aussi la grande question. Tout comme Naomi. Est-ce que ce titre aussi, cette perte de titre est une sanction? Nakamura, que faire de lui? Puisque, voilà, on a Mahal qui bat Nakamura. Un résultat absolument impensable, hein, si on en revient juste quelques mois en arrière. Et qui confirme la volonté de la WWE de se développer en Inde plus que jamais. Et il aura juste suffi d'un seul kalash pour y parvenir. C'est juste pas crédible. Quand tu vois le background de Nakamura, c'est juste n'importe quoi de ne pas se relever d'un simple Cobra Clutch Slam. Parce que le Kalash, c'est un Cobra Clutch Slam, c'est tout. Faut pas déconner non plus. C'est Nakamura, quoi. Et Nakamura n'arrive toujours pas à faire un match potable à la WWE. C'est pas possible. Quand est-ce qu'il va se sortir les doigts du cul? Moi, j'en ai ras-le-bol de ces super entrées, mais rien sur le ring, rien. Donc là aussi, encore des questions qui se posent par rapport à Nakamura. Et puis bien sûr, des matchs soit infâmes, soit très moyens. Dans le kick-off, Jordan et les Hardy Boys contre le Miz et le Mistourage. Ça, c'était pas une surprise. Corbin-Cena, match très ordinaire, typique Cena, et un match finalement d'enterrement, un match funérailles pour Corbin. Buried Corbin. Rousseff-Orton, j'en reparle pas. Cass Big Show, une horreur. Balor Wyatt, très moyen. Mal Nakamura, j'en reparle pas non plus. Et un Owens Styles, moyen plus, mais vraiment très moyen plus. Ça fait déjà beaucoup trop de matchs médiocres ou tout au plus moyens. Donc ça fait déjà beaucoup dans ce pay-per-view. A noter, pas de segment avec Goldust hein, par rapport à ce qu'il nous avait teasé à SummerSlam. Hein. Sans doute faudra-t-il attendre Raw ce soir. Peut-être avec un nouveau protégé, une nouvelle équipe. J'attends de voir. J'avais annoncé le Velvet Dream. On va voir ce que ça donne. De même, je déplore l'absence d'un shocking moment hein, dans ce pay-per-view. Notamment à la fin du main event. Pas d'arrivée surprise. Ou quelque chose de complètement inattendu. Ou de marquant. C'est ça aussi qui forge la légende de certains pay-per-view. Mais là, je n'ai rien vu. Pas de cache de Carmella. Et donc pas d'énorme twist avec Corbin qui serait éventuellement revenu avec la mallette. C'est vraiment dommage que la WWE n'ait pas eu l'audace de faire ça. Enfin, on va quand même finir par pas le positif.
pour finir sur une meilleure note. Les femmes qui auront bien relevé le niveau et montré de bonnes choses. Ça fait du bien au vu des derniers matchs féminins de la WWE et NXT exclu bien entendu. Le kick-off qui aurait été l'un des meilleurs kick-offs que j'ai pu voir grâce à un solide Tozawa Newell et surtout un excellent New Day Usos qui fut possiblement le meilleur match de kick-off que j'ai jamais vu. Rien que ça. Et enfin les deux meilleurs matchs de la soirée, Ambrose et Rollins contre The Bar et bien sûr le Fatal 4-Way pour le titre universel. Donc il y a quand même eu de bonnes choses. J'ai donc apprécié seulement 6 matchs sur 13 au final, soit un petit peu moins de la moitié des matchs. C'est quand même très léger pour un pay-per-view majeur comme SummerSlam. C'est plus qu'insuffisant et je ne peux pas m'en réjouir. C'est pour cela que je suis plus énervé que réjoui par ce pay-per-view, donc je vais donner seulement la note de 6 sur 10. Voilà, moi j'ai mis les matchs, je les ai classés selon des échelles, hein, du très médiocre au moyen plus bon et très bon. Voilà, je pense que les matchs peuvent se mettre sur une échelle comme ça et vous verrez que ça se fait très rapidement en fait. Et voilà, le bilan est moyennasse, très moyennasse. Et je suis déçu, je sais pas, parce que déçu, ça veut dire qu'on attendait beaucoup. J'attendais pas beaucoup parce que ce pay-per-view, il avait pas une carte terrible. Mais au moins nous faire des bons matchs, faire quelques surprises. Enfin, des surprises, en tout cas dans le bon sens du terme, parce que les changements de titre à gogo, il peut y en avoir 2-3, mais là, beaucoup trop de changements de titre. Et puis des changements de titre pas cohérents. Donc voilà, j'attendais des surprises, des nouvelles têtes. On ne fait plus ça, la WWE ne sait plus faire. Et c'est ça qui est frustrant. Voilà, j'en arrête là. Je suis désolé, j'ai fait 51 minutes. Presque 1 heure de vidéo, je sais, c'est énorme. J'espère quand même que vous allez écouter cette vidéo. Je me suis beaucoup lâché, j'ai insulté souvent, j'ai juré, j'en suis désolé, mais j'ai été énervé par beaucoup de choses. J'attends vos réactions, je suis sûr qu'il y a des choses que vous avez aussi aimées et moins aimées. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Je suis fatigué en tout cas, voilà, j'ai passé une nuit blanche. Et voilà, mais voilà, j'ai quand même fait cette vidéo à froid, donc je dis pas ça sous le coup de l'énervement. Hein. Je suis toujours énervé plusieurs heures après. Donc, qu'en avez-vous pensé? On se retrouve en tout cas très vite pour la vidéo débrief de l'épisode 6 de Game of Thrones. Et pour le catch, on verra bien. En tout cas, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, malgré tout, vive le catch. Ciao à tous.